Bonjour tout le monde, merci d'être là. Je m'appelle Nadine Tadji et je travaille pour l'Alliance Transition en commun. Et donc bienvenue à la Cité des Hospitalières, dans la salle des communautés pour une double conférence de Pierre Dardot et Christian Laval aujourd'hui. Cette conférence, elle s'inscrit dans la continuité du colloque de la FAS, qui a été sélectionné par Ottawa-Gatineau, dont le titre était Politique des communs, avenue de recherche et projet de société, qui est organisé par le Critique, que vous connaissez peut-être. C'est un petit collectif qu'on a monté, un collectif de recherche sur les initiatives de transformation et l'institution des communs. La conférence est organisée par l'Alliance Transition Commun, également par le CRIT, le Centre de recherche sur les innovations sociales de Cannes, ainsi que le Critique. Quelques mots sur l'Alliance. Elle a été lancée en novembre 2022 avec pour mission de rassembler des groupes de citoyens, des organismes de la société civile, des chercheurs, des institutions publiques et des élus, afin de déployer l'action sociale et climatique et de développer des solutions collectives adaptées aux multiples réalités montréalaises. Et donc c'est dans ce cadre que j'ai le plaisir de vous recevoir et d'inviter Pierre Dardot et Christian Laval pour nous parler du commun aujourd'hui. On entend par là des ensembles des pratiques que nous avons l'habitude de mobiliser depuis maintenant une bonne dizaine d'années ici à Montréal, au Québec même un peu plus, dans le but de développer des solutions collectives qui sont adaptées à nos multiples réalités. Alors, quelques mots sur Pierre Dardot et Christian Laval, même si vous êtes là, c'est que vous les connaissez probablement. En tout cas, Pierre Dardot et Christian Laval sont connus pour leurs travaux sur le néolibéralisme, les communs, la critique du capitalisme et les stratégies d'émancipation. Pierre Dardot est philosophe de formation et chercheur associé au laboratoire Sophia Paul, laboratoire de sociologie, philosophie et anthropologie politique de l'Université Paris-Ouest Nanterre Défense. Et Christian Laval, pour sa part, est sociologue et professeur émérite à l'Université de Paris-Nanterre. Ensemble, Dardot et Laval ont coécrit plusieurs livres marquants, dont La Nouvelle Raison du Monde en 2009, Commun en 2014, L'Ombre d'Octobre, La Révolution russe et le spectre des soviets en 2017, ou encore Dominé, enquête sur la souveraineté de l'État en Occident en 2019. Ils sont d'ailleurs en train de rédiger un nouvel ouvrage sur la cosmopolitique des communs qui devrait paraître prochainement, et d'ailleurs c'est le thème notamment de la première conférence de Pierre Dardot pour une cosmopolitique des communs. Donc le format aujourd'hui, on aimerait qu'il soit collégial, ouvert à la discussion, et on va avoir deux courtes conférences qui reprennent celles qui ont été présentées avant-hier à Ottawa lors du colloque de la FAS. La première de Pierre Dardot et la seconde de Christian Laval. C'est l'inverse, pas de problème. À savoir, la première de Christian Laval, à savoir les communs, peuvent-ils devenir des politiques. Donc on aura une trentaine de minutes par personne, et ensuite on va essayer de privilégier un bon 45 minutes de discussion tous ensemble. Et là je nous inviterai à vraiment avoir une discussion, et pas uniquement des questions à nos panélistes et puis des réponses. Donc la salle pourra aussi s'exprimer, prendre la parole, être aussi assez critique sur ce concept de commun et le mettre en résonance par rapport à ce qu'on peut vivre ici à Montréal, et en particulier dans un lieu qui s'y prête très bien, celui de la Cité des Hospitalières. Je pense que c'est tout ce que j'ai à vous dire. C'est déjà beaucoup. Je salue les personnes qui nous sont en ligne, je sais qu'elles sont nombreuses, et je vous remercie aussi d'avoir été présents. Je sais qu'il fait beau, mais en tout cas, c'est un bel espace. On aura l'occasion ensuite de peut-être soit visiter les jardins ou apprécier le soleil extérieur. Donc je vais directement laisser la parole à Christian Laval pour un premier 30 minutes. Oui, merci de cette invitation, merci d'être dans ce beau lieu qui promet, si j'ai bien compris, de devenir quelque chose comme un commun possible. En tout cas, c'est ce qu'on peut espérer. Merci d'être venu nous écouter et discuter surtout avec nous. En effet, on doit dire à quel point Pierre et moi nous sommes heureux d'être à Montréal. Nous n'étions pas venus depuis 6 ans.
Et vraiment, c'est une occasion tout à fait formidable de renouer avec la ville, mais aussi avec les nombreux amis très chers que nous retrouvons avec un grand plaisir. Alors, nous avons été invités à Ottawa dans le cadre de l'ACFAS et dans le cadre d'un colloque qui s'intitulait Politique des communs. Donc, ce n'était pas une expression qui venait de nous, c'est une expression qu'on nous a proposé de discuter. Politique des communs, c'est une expression qui a été beaucoup utilisée et peut-être introduite, je n'en suis pas sûr, par les féministes, en particulier par Silvia Federici, qui, dans un certain nombre de travaux, depuis une quinzaine d'années, explique que le cœur même du féminisme, ce sont les communs, et que le féminisme doit aujourd'hui devenir une politique des communs. Je pense que c'est quelque chose qui a dû sans doute inspirer les organisateurs, les animateurs de ce colloque. Donc ce n'est pas une expression qui vient de nous, nous avons utilisé dans le livre commun, donc, qui est paru il y a maintenant 10 ans exactement, nous avons utilisé une expression qui était principe politique du commun. Donc la question c'est de savoir quel est le rapport entre la politique des communs telle que l'entendaient nos amis canadiens et québécois, et quel rapport ça avait avec le principe politique du commun tel que nous l'avions défini il y a une dizaine d'années. Et c'est un peu le sens de l'intervention que j'ai faite, d'établir des rapports. Donc pour rappeler un petit peu, pour ceux qui seraient moins au fait de ce qu'on entend par commun, au pluriel, nous expliquions, nous disions dans le livre commun que pour nous, les communs étaient des formes institutionnelles de toute échelle qui étaient présentes dans de nombreux secteurs, dans de nombreux types d'activités, qu'il n'y avait pas un seul secteur d'activité, ce n'est pas comme les conseils ouvriers du socialisme d'antan, qui, comme on l'entend dans l'expression conseils ouvriers, concernait donc le prolétariat qui s'auto-organisait. Les communs, ceci de nouveau dans la pensée, disons, alternative ou contestataire, de concerner absolument tous les domaines. C'est précisément un concept qu'on peut dire transversal. Donc il peut être utilisé, employé, et qui est employé dans des activités, dans des champs extrêmement différents. Mais qu'est-ce qui caractérise les communs plus précisément? Ce sont deux orientations, si vous voulez, qu'on retrouve chez ceux qui se réclament des communs, ceux qui se prétendent commoners. Qu'est-ce qu'ils disent tous, de façon parfois différente, avec des variantes, mais qu'est-ce qu'ils disent tous? Eh bien, qu'il s'agit d'abord avant tout d'une institution qui est portée par un collectif qui s'autogouverne. Le principe d'autogouvernement est une dimension essentielle du commun. Donc avec tout ce que ça implique justement d'élaboration, de discussions, de décisions en commun, avec là aussi énormément de variantes possibles. Mais il y a une orientation qui est celle d'une démocratie véritable. Le deuxième axe, c'est la contestation, disons, du monopole propriétaire sur un objet, sur un espace. Le principe d'un commun, comme son nom l'indique, c'est de remettre en cause, de façon là aussi différente, et souvent, et parfois de façon assez problématique d'ailleurs, la dimension de la propriété, pour faire valoir plutôt des droits d'usage collectif sur une ressource ou sur un espace. Donc ce sont ces deux dimensions qui font, qu'on retrouve chez tous ceux qui se réclament des communs. J'ajoute encore ceci d'assez impressionnant, c'est que cette expression de commun, donc en français, est la traduction de l'anglais commons. C'est-à-dire que cette expression de commons a été utilisée
et réutilisé par les historiens, bien sûr, mais aussi par les intermondialistes dans les années 90. Le français a eu du mal à utiliser commun, parce que les communs en français, ça désigne tout à fait autre chose. Ce qui était plutôt l'équivalent des commons en français, dans, disons, les pratiques territoriales coutumières des campagnes, c'était les communaux. Et donc, quand on utilise en français les communs, bien entendre que ça renvoie, comme les commons, à des pratiques très anciennes des sociétés rurales. Cela désigne des activités, des pratiques, donc, qui consistent à user collectivement, utiliser collectivement, donc des espaces, des pâturages, des bois, des étangs, etc. Et qui sont les conditions mêmes de l'existence collective, justement, de communautés rurales. C'est important de voir que dans les années 90, plutôt, quand on réutilise ce terme de commons, on réveille en fait une très vieille tradition. Et j'ajoute encore que si ce mot a été réinvesti à ce point dans cette période-là, c'est parce que ce terme était une sorte de drapeau anti-néolibéral, contre, plus précisément, la logique propriétaire, contre la logique d'appropriation du monde, des biens, des ressources, des terres, par les grandes entreprises multinationales, par le capitalisme en général, qui apparaissait de plus en plus comme prédateur. Donc, le mot commons est venu comme un mot de combat. Il ne faut jamais oublier, c'est d'abord un terme qui est un terme de lutte, qui est investi justement de cette dimension de résistance au néolibéralisme. Bon. Mais c'est devenu autre chose. Depuis 20 ou 25 ans, c'est devenu justement un lieu, un terme de construction, un terme qui désigne des activités donc, qui sont créées aujourd'hui, donc pas seulement des activités donc, de résistance, mais des activités qui consistent à transformer justement des lieux comme celui-ci, des espaces, ou à créer ex nihilo des activités qui s'intitulent communs. Et ça désigne aussi, et c'est l'intérêt peut-être du terme, ça désigne aussi dans de nombreux pays, on pense en particulier à une région du monde qu'on connaît relativement bien, l'Amérique latine, ça désigne aussi, disons, des communautés traditionnelles qui réinvestissent le sens, je dirais, des traditions, qui réinventent leurs traditions et qui passent donc de la communauté traditionnelle à des communs, qui se réclament des communs. Donc il y a toute une espèce de processus assez intéressant, justement, de passage de la terminologie ou de l'identification de ce que l'on est en termes de communauté à des communs. De sorte qu'on peut parler d'un mouvement mondial des communs qui réunit des pratiques, des politiques, justement, dans des contextes très différents. Dans les pays du Nord et dans les pays du Sud. Même si ce mouvement des communs n'est pas encore du tout, et je ne sais pas s'il le sera jamais, s'il n'est pas structuré justement par une organisation formelle. Alors je vais résumer un peu ce que j'ai dit à Ottawa, au colloque de l'ACFAS. Bon, j'ai commencé par faire 5 remarques générales sur la politique des communs. La première chose que j'ai constatée, c'est l'extraordinaire prolifération des communs partout dans le monde. Et ce n'est pas seulement en termes quantitatifs qu'il faut parler, c'est aussi en termes qualitatifs. On observe une créativité institutionnelle tout à fait remarquable. C'est-à-dire que les communs prennent des formes tout à fait différentes selon les pays. Bon. Donc, foisonnement des communs et en même temps, donc, inventivité
formidable, au fond, des commoners, donc qui inventent leur propre forme institutionnelle sans qu'il y ait de modèle. Ça aussi, c'est, je crois, une caractéristique à souligner. Il n'y a pas de modèle qui s'appliquerait partout. Chacun, à chaque commun, invente sa propre forme. Deuxième remarque, il y a, à côté de cette viralisation, cet effet de contagion des communs, un effet de banalisation, et voire de dépolitisation. J'ai dit tout à l'heure que le commun était lancé comme un terme de lutte et de combat. Au fur et à mesure qu'on observe cette viralisation, on observe aussi des phénomènes qui sont moins positifs, si je puis dire, qui sont plus problématiques. Le terme même de commun, que ce soit au singulier ou au pluriel, finalement, c'est banalisé, a perdu de sa force contestataire. Un peu tout est commun. En France, le terme en commun ou en commun, etc., c'est généralisé. Les partis politiques, le Parti communiste, le Parti socialiste et même le Parti macroniste, ou une certaine fraction du Parti macroniste, n'a pas hésité à reprendre ce terme-là et à désigner un petit parti là, macroniste qui s'appelle En Commun. Donc, si vous voulez, on a aussi affaire à un phénomène de confusion. C'est sans doute la rançon du succès. Alors, évidemment, on ne peut pas prendre ça non plus à la légère, parce que si ce terme de commun a autant de succès, c'est qu'il désigne, au fond, un manque ou un désir. Le manque ou le malaise tient évidemment à un mode de vie imposé par le néolibéralisme, la concurrence généralisée, le fait que, précisément, il y ait une souffrance sociale qui se traduit précisément par une recherche de l'ensemble, de faire collectif. Commun, finalement, prend la place d'expressions plus anciennes. On dit maintenant faire commun, alors qu'avant on disait faire collectif. On dit en commun, alors qu'avant on disait plus simplement ensemble. Donc il y a quand même cet effet de banalisation qui complique un peu ce qu'on peut entendre par politique des communs ou politique du commun. La troisième remarque que je voudrais faire, c'est que, là j'établis un rapport plus étroit entre la politique des communs et la politique du commun. Pour éviter justement cette banalisation du mot commun au singulier, il faut réaffirmer que cette politique du commun n'a de consistance en réalité qu'à travers justement les communs au pluriel dans leur dimension d'opposition au capitalisme et au néolibéralisme. Alors, en quoi? Il faut être, je crois, assez précis sur cette question. Dans La Nouvelle Raison du Monde, donc un livre qui a maintenant plus de 15 ans, nous expliquions que le néolibéralisme avait deux caractéristiques. C'était, première caractéristique, la généralisation de la logique de marché dans toutes les relations humaines, dans toutes les relations sociales, et l'imposition de la forme entreprise. Quand on veut expliquer pourquoi les communs sont encore aujourd'hui, peut-être plus que jamais, une réponse au néolibéralisme, il faut bien comprendre que la forme des communs est une réponse très directe, et une opposition très directe à l'imposition générale de la forme entreprise. Aujourd'hui, jusque dans les activités d'État, ou dans les activités municipalités, la forme entreprise s'impose à travers, en particulier, les nouvelles formes de management, des outils de gestion, tout un langage. Je crois que ce qui aujourd'hui fait la force oppositionnelle des communs, c'est justement qu'ils s'opposent directement à la forme entrepreneuriale qui aujourd'hui accompagne l'extension du néolibéralisme. Quatrième remarque que j'ai faite, c'est d'insister sur le fait que s'il y a une politique des communs véritable, il faut qu'elle se pense comme une politique révolutionnaire. Une politique non seulement d'opposition et non seulement une politique résistentielle, mais une politique de transformation sociale. Alors en quoi peut-on dire
qu'il s'agit d'une politique révolutionnaire. On entend révolution ici, non pas simplement comme l'image traditionnelle de la prise du pouvoir par un parti d'avant-garde ou par une masse sociale, mais par un moment de réinstitution des institutions fondamentales de la société. Cette définition, c'est celle de Merleau-Ponty et de Castoriadis. C'est une politique révolutionnaire en quoi? Parce qu'elle commence, au fond, ce travail de réinstitution de la société. C'est une politique révolutionnaire qui, en fait, préfigure, d'une certaine façon, les moments de rupture qu'on peut espérer dans l'avenir avec le capitalisme. C'est une politique qui commence à construire les bases institutionnelles, finalement, d'un univers, d'un monde qu'on appelle souvent post-capitaliste. Et si une politique des communs ne se pense pas dans ces termes-là, alors elle est vouée à la réintégration dans le système. Elle est vouée à ce qui est arrivé à beaucoup de fractions de l'économie sociale et solidaire. Elle finit finalement par cette économie, une fraction en tout cas de cette économie, finit par s'intégrer parfaitement au système et finalement à l'aider à se pérenniser. Ça a été aussi justement le destin de beaucoup d'ambitions coopérativistes ou mutualistes du XIXe siècle, ou même syndicales, qui ont fini par devenir des rouages du système. Donc une politique des communs, selon nous, devrait garder cette ambition révolutionnaire. Bon. Alors, j'ai ensuite, dans l'exposé que j'ai fait, je passe rapidement, essayé d'expliquer les dangers possibles qui pourraient guetter une politique des communs si elle se contentait des définitions extrêmement vagues et pauvres inspirées des travaux d'Elinor Ostrom. Alors, Elinor Ostrom, c'est quelqu'un qui, en 90, donc une chercheuse américaine, qui est extrêmement importante pour la réflexion des communs, qui a écrit un livre qui s'appelle Governing the Commons, et qui a eu un succès énorme, qui a été horriblement traduit en français par la gouvernance des biens communs. C'était dans une seule traduction de contresens absolu. Bon, non, elle a apporté quelque chose d'important, c'est qu'elle a indiqué, au fond, plus qu'elle n'a été jusqu'au bout de sa démonstration, elle a indiqué qu'il fallait aborder les communs par la voie de l'institution. C'est-à-dire qu'en fait, les communs, plus que des choses, étaient avant tout des institutions. Mais en même temps, c'est quelqu'un qui s'est contenté, si je puis dire, de mettre en valeur des systèmes de production des communs, des ressources partagées, c'est comme ça qu'elle définit les communs, des ressources partagées par une communauté. Elle s'est contentée de dire qu'au fond, ces communs peuvent coexister à côté du marché et de l'État, renonçant par là à toute idée de transformation des entreprises privées, du capitalisme et de l'État, par justement quelque chose qui serait un principe du commun. Elle a même mis en garde très explicitement ses auditeurs en disant on veut me faire dire que les communs sont une solution générale, c'est loin de ma pensée. Ceci est un piège. Donc elle a à l'avance dénoncé tous ceux qui parleraient de société des communs. Et donc elle a absolument dénoncé toute interprétation révolutionnaire de son travail des communs. Et donc elle a favorisé ce qu'on peut appeler une dépolitisation, neutralisation et dépolitisation de la réflexion des communs. Deuxième chose que j'ai soulignée, c'est un peu vite, que j'ai essayé d'intégrer dans la réflexion de la politique des communs, et je s'est aperçu que beaucoup de gens qui réfléchissent là-dessus s'inspirent du sociologue américain Eric Olin Wright, qui garde l'idée finalement que les communs, c'est pas d'ailleurs sa terminologie, hein, il ne l'utilise pas de façon très systématique, même s'il l'utilise de temps en temps, mais enfin pour lui ça pourrait
être englobé dans ce qu'il appelle l'occupation des interstices laissés par le système capitaliste. Au fond, ça veut dire que les communs seraient des sortes de niches ou de fissures dans le système capitaliste, et en se multipliant et en grossissant, pourraient l'éroder de plus en plus. C'est la stratégie d'érosion du capitalisme. Le problème de cette approche est évident. Il compare cette stratégie interstitielle avec le développement des marchés et de la bourgeoisie dans la période féodale, qui a abouti, au bout de 4 siècles, à l'effondrement du féodalisme et de la monarchie. Le problème, c'est que nous n'avons pas 4 siècles devant nous, nous n'avons pas le temps d'attendre que 4 siècles, que le système capitaliste, étant donné ce qu'il engendre aujourd'hui comme dégâts sur la vie et sur la planète. Donc il y a déjà cette question-là qui se pose. Et en plus, il laisse de côté une question absolument décisive dans une politique des communs. Que fait-on de l'État? Que fait-on de l'entreprise privée? Est-ce qu'on pense que les communs, ça pourrait être simplement une multiplication d'initiatives comme celle-ci ou comme beaucoup d'autres, et qu'elles feraient réseau et que finalement, progressivement, ces communs encercleraient les grandes entreprises capitalistes et l'État? Est-ce qu'on peut croire que cela suffirait, que la dynamique serait suffisante? Est-ce qu'il ne faut pas penser les choses autrement, et justement en termes de principes politiques du commun, comme nous l'avons proposé dans notre livre? Et là, c'est autre chose. Vous voyez, qu'est-ce que nous disions dans notre livre? Nous disions, bien, les communs, c'est très important. C'est évidemment des préfigurations d'une société. C'est également la constitution d'une base institutionnelle. Tout ça, nous sommes d'accord. On va plus loin, ça a aussi des effets d'apprentissage, des effets de subjectivation. Ça permet finalement d'expérimenter autre chose. Et ça alimente un imaginaire alternatif. Ça montre qu'il y a des possibles. On peut vivre, travailler et agir autrement que selon le modèle de l'entreprise capitaliste et selon le modèle de la bureaucratie. Tout ça est en effet très positif. Mais est-ce que ça peut suffire? Comment jouer, comment travailler en direction de ce qui constitue la base du système, c'est-à-dire l'entreprise capitaliste et l'État? Donc là, on n'est plus dans la stratégie interstitielle. Quand on parle de principe politique du commun, nous sommes dans une autre logique qui consiste à dire que des agents publics, que leurs organisations, que les syndicats, de salariés, de fonctionnaires, etc., doivent pouvoir à leur tour s'inspirer du principe du commun, c'est-à-dire du principe démocratique de l'autogouvernement, et s'inspirer de la prévalence des droits d'usage sur les droits de propriété pour transformer leurs activités. Un hôpital, une école, une université devraient pouvoir tirer profit justement de ce qu'on appelle le commun, de ce que nous appelons le commun, et de son principe politique de transformation. Pour vous donner un exemple, je travaille sur la question de l'école et de l'université, dans un certain nombre d'écrits, un livre qui s'appelle Éducation démocratique, avec mes camarades du syndicat de l'FSU, nous cherchons à savoir ce qu'une école ou une université pourrait, comment une université ou une école pourrait devenir quelque chose comme un commun. Donc, si vous voulez, on sort de la logique là de l'interstice, de la création à côté des organisations capitalistes et de l'État, pour essayer de penser les transformations. Alors cela implique, et Pierre reviendra sur cette question, cela implique non pas de créer un mouvement à part, des communs qui se contenteraient ou finalement de développer ces initiatives-là, mais de développer des alliances avec les mouvements sociaux, avec les syndicats, mais aussi avec les mouvements écologistes, avec les mouvements féministes, etc. C'est-à-dire s'intégrer avec d'autres forces.
et devenir ainsi une dimension de la contestation générale du système étatico-capitaliste dans lequel nous vivons. Hein. Voilà un petit peu le sens de mon intervention. J'avais terminé en essayant d'expliquer quelles pouvaient être aujourd'hui les lignes de force de ces alliances. J'ai parlé de Silvia Federici et du mouvement féministe. On constate aujourd'hui que l'écoféminisme se définit justement par une politique des communs, avec une logique qui est assez différente de celle que j'ai expliquée, qui consiste essentiellement à dire que les femmes ont été, je dirais, les premières grandes victimes de l'expropriation des communs par le capitalisme, et que les féministes aujourd'hui ont tout à gagner à investir, à créer et investir ce qu'elle appelle des communs reproductifs. Bon. Et souligne, Silvia Federici, que justement au Sud, les femmes s'investissent dans les luttes sociales, justement, à partir de ces considérations-là de communs reproductifs. Deuxièmement, il me semble assez évident que le mouvement des communs doit s'allier avec le mouvement écologiste, ou même investir le mouvement écologiste en lui donnant ses véritables fondements. Le mouvement écologiste est souvent dévoyé dans des politiques politiciennes pour devenir des formes de partis de gouvernement et finalement s'intégrer parfaitement au système. La politique des communs, en tout cas telle que nous l'entendons, c'est une politique qui va au fondement, qui est radicale, parce qu'elle met précisément en cause les facteurs essentiels de la dégradation des conditions d'existence, de vie, à savoir la propriété, l'appropriation de la terre et des ressources. Et donc, je crois qu'il y a là une énorme chance pour le mouvement écologiste et pour le mouvement des communs dans cette alliance. Et puis, il y a, ne pas l'oublier, un travail à faire avec le mouvement syndical en général, parce que c'est toujours aujourd'hui une dimension qui est d'ailleurs parfois oubliée. J'ai mentionné dans la synthèse qui a été faite de ce colloque, qui a été souvent oubliée, c'est la question de la lutte des classes. Et que les communs, c'est quand même un mouvement qui est aussi fait pour promouvoir l'égalité, la solidarité dans la société. Et donc, il est particulièrement concerné par la question des classes sociales. Enfin, il y a quelque chose qui nous concerne tous et qui est essentiel, c'est le rapport avec l'émergence des luttes des peuples autochtones. Et là, il y a quelque chose qui est vraiment très important et qui, justement, avait été complètement mis à l'écart par le mouvement ouvrier traditionnel, par le mouvement socialiste et communiste. Il se trouve aujourd'hui que l'émergence des peuples autochtones a ceci d'essentiel, c'est qu'il touche à des fondements de notre organisation sociale, c'est-à-dire l'organisation en État. Les mouvements des peuples autochtones remettent en question les divisions territoriales, administratives, étatiques. Ce sont des mouvements qui sont hors État. Et il y a là quelque chose d'extrêmement important pour nous dans le mouvement des communs, à savoir que ce sont des mouvements qui ne sont pas des mouvements étatiques, qui ne parlent pas de l'État, et ne s'organisent pas selon les États. Et justement, il y a dans les luttes émergentes des peuples autochtones quelque chose qui est une contestation fondamentale de l'organisation de la planète en État. Et donc il y a là quelque chose qui est une convergence, si je puis dire, qui pour nous est essentielle. Voilà, en gros, résumé ce que j'ai développé. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Christian, déjà pour le temps, et surtout pour tes éclairages qui nous permettent des mises en garde et aussi des projections
Par rapport à cette politique des communs, je vois déjà beaucoup de résonance avec ce qu'on essaie de faire à Montréal dans toutes ces logiques d'alliance, les liens qu'on essaye de former entre la justice sociale et la crise climatique, et aussi tout le travail qu'on fait avec la réconciliation entre les peuples autochtones. Je vais maintenant laisser la parole à Pierre Dardot pour la suite de la discussion. Merci. C'est vrai qu'on est très heureux avec Christian de revenir au Québec, avec ce que ça implique pour nous, et puis le fait de pouvoir rencontrer des gens comme ça a été le cas depuis notre arrivée, est quelque chose qui ne peut que nous réjouir, parce que c'est comme ça qu'on est amené en fait à réfléchir et à élaborer la matière première de nos livres. Il n'y a pas de secret à cet égard. Alors, cosmopolitique des communs, en 2 mots, c'est un titre un petit peu étrange, dans la mesure où ça semble rapprocher 2 notions qui tendent, ne serait-ce que par la question de l'échelle, à jurer l'une à côté de l'autre quand on les met comme ça, juste à côté, parce que cosmopolitique, ça se réfère à l'idée du monde, cosmopolitique, cosmos, politique, donc littéralement une politique du monde, une politique du cosmos, et puis de l'autre côté des communs. Ça a été d'ailleurs un petit peu dit par Christian, il y a une dimension qui est souvent locale, très fortement parfois locale, dans les communs. Je ne dirais pas dans le mouvement des communs, mais dans les communs, comme ça, de manière générale. Et donc on peut se demander dans quelle mesure il n'y a pas un contraste absolument insurmontable, voire un paradoxe, à parler de cosmopolitique des communs, c'est-à-dire d'expérience locale qui serait branchée comme ça sur une politique du monde. On se demande par quel miracle et de quelle manière cette connexion se ferait. Voilà, donc c'est une question en fait qui me guidera, c'est-à-dire la question de savoir de quel monde on parle lorsqu'on parle de cosmopolitique, parce que dire politique du monde, bon, ça n'est pas très éclairant en soi. Et qu'est-ce que veut dire le 2 ? Est-ce que c'est une politique qui prend en charge le monde ? C'est quelque chose de très ambitieux. Est-ce que donc c'est quelque chose qui contourne la difficulté de l'échelle ? Bon, ça a fait l'objet de discussions justement dans le cadre du colloque qu'on a eu à Ottawa avec Jonathan Foucault, et c'est une question qui nous taraude, enfin en tout cas qui nous interroge, qui retient notre attention à Christian et à moi depuis quelque temps, et c'est l'objet en fait du prochain livre. C'est-à-dire que le prochain livre qu'on est en train d'écrire portera justement sur la cosmopolitique des communs, même si ce n'est pas nécessairement le titre. Il n'y a pas de comment dirais-je, de secret divulgué en la matière. Je ne sais pas exactement ce que sera le titre, mais en tout cas ça portera là-dessus, voilà ce que je peux dire. Et donc ce qui me paraît important, c'est que ça n'est pas la même chose que ce qu'on a désigné depuis pas mal de siècles sous le nom de cosmopolitisme. Je fais exprès comme ça de prendre un repère. Il y a une anthropologue nord-américaine d'origine indonésienne, je crois, qui s'appelle Anand Singh, qui a publié il y a quelques années un ouvrage qui a beaucoup marché, qui est un ouvrage sur les champignons de la fin du monde, et qui est en même temps l'auteur d'un ouvrage qui s'appelle Friction, dans lequel elle donne une définition de l'esprit cosmopolite, parce qu'elle parle d'esprit et d'attitude cosmopolite. Et elle dit que c'est être libéré de l'esprit de clocher et de se projeter dans le monde. Voilà. Bon, c'est une définition qui vaut ce qu'elle vaut. Elle a été élaborée à partir, je pense, d'un certain legs politique, philosophique, etc. Mais ce n'est pas du cosmopolitisme dont je voudrais parler. C'est justement de la cosmopolitique. Donc, je tiens absolument à faire la distinction. Donc il y a 2 choses qui sont particulièrement problématiques dans cette expression de cosmopolitique des communs. Il y a d'abord le fait qu'il s'agisse du monde, la question de l'échelle, et puis il y a une deuxième question, c'est qu'il ne s'agit pas du cosmopolitisme, des différentes visions qu'ont pu avoir tel ou tel philosophe par le passé, tout ce qu'on appelle le cosmopolitisme, mais justement d'une politique au plein sens du terme. Et le cosmopolitisme n'a pas toujours été une politique, il y a même eu des variétés de cosmopolitisme qui dans l'Antiquité ont tendu à contourner la nécessité d'élaborer une politique. Voilà. Donc c'est pour ça que d'emblée je précise que c'est entre ces 2 balisages finalement que mon propos s'inscrira. Alors la première chose qu'il faut dire, c'est que quand on parle des communs, il faut être attentif à leur extrême diversité. Ça a été souligné également dans le cadre du colloque à Ottawa. Extrême diversité, ça veut dire extrême diversité des objets, extrême diversité des domaines, extrême diversité des thèmes, extrême diversité sur un même thème ou à l'intérieur d'un même thème, des approches, notamment en matière de mode d'organisation, de forme d'organisation. Donc il n'y a absolument pas en effet de modèle qui mériterait d'être considéré comme étant celui qui doit absolument s'imposer. Il y a une multitude, ce n'est pas des modèles, il y a une multitude d'expérimentations
Il y a des formes extrêmement diversifiées, et cette diversité n'est pas du tout un handicap, au contraire, pour le monde des communs. C'est plutôt quelque chose qu'on doit considérer et interpréter comme une richesse. Et j'essaierai de le mettre, je vais essayer de le mettre en évidence, d'abord en commençant par dégager, à partir de la connaissance qu'on a pu acquérir depuis quelques années, des expérimentations qui sont menées sous cette bannière, entre guillemets, du code des communs, on peut considérer comme des traits généraux, des caractéristiques au sens vraiment le plus général du terme, de ces expérimentations très très diverses, les unes par rapport aux autres. Et je retiendrai 5 caractéristiques ou propriétés ou traits de ces expérimentations qu'on peut donc dégager de manière intuitive, c'est-à-dire à partir de la simple observation de ce qui se fait. C'est tout le point. Donc la première chose qui me vient à l'esprit, c'est justement de parler de formes d'autogouvernement collectif. Ça a été indiqué par Christian rapidement, mais formes d'autogouvernement collectif, c'est très important. Des formes d'autogouvernement, donc pas le fait de se laisser gouverner par d'autres, en notre nom, ce qui est assez fréquent, c'est le phénomène de la représentation, qui est un phénomène assez lourd et dominant en même temps, mais l'autogouvernement collectif, qui peut prendre lui-même différentes formes. Nous nous attachons à la notion d'institution. Christian a parlé de l'institution en disant que ça pouvait être une institution qu'on créait à partir de rien, enfin c'est jamais totalement à partir de rien, ou bien ça pouvait être une institution qui se trouvait transformée de l'intérieur par de nouvelles pratiques, parce qu'on considérait que justement elle était un peu à bout de souffle, elle constituait un obstacle, et par conséquent il fallait la changer. Bon, et c'est une question de fond, hein, parce que vous savez très bien les uns et les autres que dans les expériences de municipalisme qui ont pu se développer ces dernières années, particulièrement en Espagne, mais pas simplement, ça concerne également Montréal, ça concerne notre ville, ça concerne aussi Paris, ça concerne n'importe quelle grande ville, et pas simplement une grande ville. Il y a des gens qui ont eu l'idée de rentrer dans les institutions. Ça, c'était une expression qu'on trouvait particulièrement à Barcelone et en Espagne, lorsqu'il y a eu la constitution de ce qu'on appelle les municipalités rebelles, à partir de 2015, puisque vous avez eu 4-5 municipalités qui ont basculé comme ça avec des listes qui étaient tout particulièrement intéressantes, de par en tout cas leurs propositions, leurs objectifs. Et puis la question n'a pas tellement été posée, sauf quand on est à l'intérieur, et encore, elle n'a pas été résolue, en tout cas pratiquement. C'était la question de savoir ce qu'on fait une fois qu'on est dedans. Parce que dire est-ce qu'il faut entrer ou pas? Si on répond oui, la question immédiatement qu'on a intérêt à se poser avant même de rentrer, c'est pourquoi faire? Et à partir du moment où on pose la question pourquoi faire, on pose la question des pratiques qui doivent permettre de transformer les règles de fonctionnement des institutions à l'intérieur une fois qu'on y est. Au prix, parfois, il ne faut pas du tout écarter, de conflits, au prix de lutte, au prix d'affrontements entre des visions différentes. Mais en général, ça a été posé justement trop tard. On a en particulier un ami qui a suivi de très très près sur place l'expérimentation qui s'est développée à Barcelone et qui a rédigé un texte dans lequel il était question de la nécessité pour quelqu'un, pour une équipe qui essayait de transformer justement de telles institutions municipales à l'intérieur, de ne jamais oublier à quelle force elle devait son élection. Et par conséquent, il fallait toujours avoir, non pas un pied, mais 1000 pieds dehors, pour être capable de s'appuyer justement sur cette force-là, de manière à pouvoir imposer des transformations. Et les modifications des règles du jeu, pas simplement entrer pour respecter les règles du jeu qui valent depuis je ne sais combien de temps, mais être capable justement de forcer un petit peu les choses du point de vue de leur transformation. Et c'est une question assez fondamentale. C'est l'institution, mais pas au sens, justement, c'est l'institution au sens où c'est plutôt ce que Castoriadis appelle l'instituant, participe présent, plutôt que l'institué, participe passé. Un hôpital, une école, une université, c'est une institution au sens où il y a une certaine division des tâches, une certaine répartition du travail, plus ou moins lourde de pesanteur, lourde dans certains points, moins lourde dans d'autres, mais c'est toujours ça, une institution au sens où on parle non pas de l'acte institué, mais du résultat. Et là, en fait, ce qui nous intéresse, c'est le fait
de changer un peu, de décaler, de déplacer le regard et de considérer la dimension d'activité de l'institution. Et ça, il ne faut jamais l'oublier, que ce soit en matière de psychothérapie, de club thérapeutique, par exemple, en psychiatrie, que ce soit en matière, je sais pas, de fonctionnement d'une institution comme l'université. Voilà, donc ça c'est la première chose, et généralement, les expérimentations de commun nous mettent devant des transformations dans le fonctionnement interne des institutions. Et ces transformations-là doivent être scrutées avec le maximum d'attention. Parce qu'il y a vraiment quelque chose de souvent très riche, et on apprend également des échecs. C'est le cas en particulier à Barcelone et dans d'autres municipalités. Et en général, la réflexion que font les gens qui ont participé de l'intérieur même à l'investissement de ces institutions, c'est précisément cette conclusion ou cette réflexion. C'est-à-dire qu'on aurait dû faire attention à maintenir une forme de perpétuation de l'esprit qui a présidé à l'élection elle-même. C'est le fait que vous ayez un certain nombre de cercles qui se soient constitués pour investir la municipalité et pour les confier, mais pour les confier pas en termes de représentation classique, le soin de changer les choses, à une échelle, peu importe en l'occurrence l'échelle. Et puis, il y a un deuxième trait qui me paraît important dans ces expérimentations des communs, c'est le fait qu'il s'agisse toujours, j'ai utilisé une expression un peu, bon, mais c'était pas provocateur au sens, je suis pas trop provocateur au sens, je pense de la provocation sémantique, mais il n'y a pas de commun hors sol. Les communs sont toujours situés, ils sont toujours localisés. Ils peuvent être localisés d'une manière assez particulière. C'est vrai que les communs informationnels ne sont pas d'une matière assez classique, donc ça peut être une localisation physique dans un lieu très précis, ça peut être une autre forme de situation, de mise en situation, mais c'est toujours lié à un lieu, à un territoire. Et la notion de territoire elle-même mérite à cet égard d'être réinvestie aussi, réélaborée, réexpliquée. Et là, c'est intéressant parce que ça rejoint ce qu'a dit Christian sur les expériences des communautés autochtones qui sont liées à des territoires et qui, en même temps, se réinventent, notamment dans l'adversité, lorsqu'il s'agit de lutter contre des logiques extractivistes qui sont des logiques assez mortifères. Et ça peut être des expérimentations très très différentes. Ça peut être, je sais pas, moi je pense à l'influence entre les écologistes et les Sioux quand il s'agit de la construction de l'extension du pipeline. Et quand il y a sous Trump que ça a été justement remis en marche, entre guillemets, le chantier, la construction. Et là, ça donnait lieu d'ailleurs à une alliance qui était assez intéressante et qu'on retrouve dans différents pays, entre des gens qui n'étaient pas habitués à se parler et qui non seulement se sont parlé, mais qui ont construit des choses, des coalitions assez importantes, du point de vue de leur esprit en tout cas, qui témoignent en tout cas des possibilités d'action qu'on doit mettre en œuvre, savoir mettre en œuvre aujourd'hui, dans le contexte dans lequel on vit. Donc ce deuxième point est important. Des territoires, mais les territoires au sens non pas du territoire administratif, mais au sens du territoire comme milieu de vie. Et ça, c'est précisément aussi ce que les peuples autochtones nous apprennent. Le territoire comme milieu de vie. Ça ne se superpose pas. Ça ne coïncide pas du tout. Souvent même, ce sont deux notions de territoire qui sont exclusives l'une de l'autre. Parce que quand on dit territoire au sens administratif, ça veut dire que vous vivez par exemple dans une province, je prends l'exemple ou bien dans une ville, ou bien dans une province, ou bien dans une région, ou bien dans une nation, et puis si c'est un État fédéral, bon, vous pouvez imaginer comme ça les échelons, mais c'est des échelons administratifs, ça c'est des découpages administratifs. Des découpages administratifs qui sont le reflet de quoi? De la surface de projection de l'État. C'est la surface de projection du pouvoir tel qu'il est représenté par l'État, avec des subdivisions administratives, on doit pouvoir mesurer ça, y compris le nombre de gens qui composent la population, de cette unité administrative, etc. Donc, tout ça a sa logique, mais ce n'est pas du tout la logique qui est celle des communs. La logique qui est celle des communs, c'est une logique qui est très différente. Le milieu de vie, ça n'est pas du tout la même chose. Le milieu de vie peut être configuré, et souvent configuré de telle manière que ça engendre complètement les subdivisions administratives. Et que ça malmène la logique de la partition d'un territoire en unité administrative. Hier, je prenais l'exemple que je connais assez bien, parce que je vais aller assez souvent au Chili, qui est celui des Mapuches,
qui est donc un peuple qui se trouve à cheval, si je puis dire, enfin, qui est sur la cordillère des Andes, mais de part et d'autre, qu'on trouve aussi bien en Argentine qu'au Chili. Et là, vous savez, quand vous voyez la façon dont les choses se passent, c'est un défi aux catégories administratives. Et les États ont toujours tendance à réinscrire des peuples autochtones de cette manière-là dans le quadrillage administratif, en considérant par exemple beaucoup d'Argentins, parfois jusqu'à certains anthropologues considèrent que les Mapuches sont des étrangers parce qu'ils viennent du Chili. C'est difficile pour eux d'arriver à comprendre qu'en fait, ils peuvent vivre au Chili, sur le plan en tout cas du territoire administratif, et puis être capables de passer la frontière très tranquillement parce qu'ils sont habitués à un déplacement transversal, pas horizontal, pas le long de la frontière entre les deux États. Et ça, c'est quelque chose d'assez important à noter. Donc un commun, par exemple autochtone, est un commun qui est amené, de ce point de vue-là, à connaître des limites qui ne sont pas des frontières au sens administratif du terme, des limites qui tiennent au type de règles qu'ils se donnent dans leur milieu de vie. C'est totalement différent. Troisième caractéristique qui me semble importante, c'est qu'il y a une partition, une division qui est assez forte dans la philosophie occidentale, qui est la division entre le sujet et l'objet. Et généralement, bon, c'est assez vieux, hein, c'est très ancien, ça ne veut pas dire que ça a toujours existé, mais le sujet et l'objet, le sujet est défini par la conscience et la volonté pour aller vite, et puis l'objet, c'est quelque chose d'inerte qui est en face du sujet, c'est quelque chose qui est susceptible justement d'être ramené à la volonté du sujet qui en fait un petit peu ce qu'il veut et qui impose sa marque, qui imprime sa marque. C'est une relation sujet-objet, la relation sujet-objet qui impose des partages. Comme ça, par exemple, on dit il y a des choses qui sont par exemple sans intériorité, inanimées, et puis il y a des êtres qui ont la particularité d'être doués d'intentionnalité, de conscience et de volonté. C'est ce que Descola, par exemple, appelle justement le naturalisme. Le naturalisme impose ce qu'il partage, et puis il y a dans d'autres manières de considérer le monde des façons de se situer qui sont tout à fait différentes, qui ne procèdent pas de ce genre de partition comme ça, avec l'idée de ce qu'ils appellent justement l'animisme. Je parle des catégories telles qu'ils les élaborent, dans un ouvrage qui s'appelle Par-delà nature et culture. Je ne les reprends pas entièrement à mon compte, j'ai introduit un déplacement, mais ça me paraît important de remettre en cause effectivement cette partition-là. Récemment, il y a eu plusieurs initiatives qui ont été prises. La première a été prise en 2016 avec un acte fort du Parlement de Nouvelle-Zélande qui a consisté à considérer la rivière Wanganui comme étant justement une entité biologique dotée d'une personnalité juridique. Ce n'est pas du tout la sacralisation de la nature, contrairement à ce que d'aucuns ont dit, par méconnaissance, sans doute. Il y a des tentatives, il y a des projets de constitution que je connais bien, qui ont effectivement donné à l'idée de la terre-mère, tenté de donner à l'idée de la terre-mère, de la terre vivante, une consécration, une reconnaissance institutionnelle, mais ce n'est pas de ça que je veux parler. Là, c'est une relation tout à fait particulière entre un collectif, celui du peuple maori, et une rivière. La rivière Wanganui. Ça signifie l'affirmation de l'inséparabilité entre le collectif humain des Maoris et d'autre part cette rivière. Ça n'est pas beaucoup, c'est énorme. En réalité, ça produit un déplacement qui est énorme. Parce que là, vous voyez que ça remet complètement en cause. Il n'est plus question justement de l'objet rivière et puis du collectif constitué du sujet humain qui serait les Maoris. Ça veut dire que tout dommage fait au collectif des Maoris est un dommage fait à la rivière et vice-versa. C'est pour ça que je parle d'inséparabilité plutôt que de déification, je ne sais quoi, ça ne savait pas du tout ça. La quatrième chose, pour aller vite, le fait que vous ayez une remise en question à travers les expérimentations des communs d'une vieille dualité qui est la dualité entre le public et le privé. Dualité dont on sait qu'elle peut être parfois à la fois féroce, difficile à vaincre, difficile à surmonter, et on sait quelque chose en tant que Français, avec Christian, parce qu'on est dans un pays dans lequel cette dualité a acquis la force d'un dogme au fil des siècles. Alors c'est né au début du XVIIe siècle, mais pas en France. C'est des juristes de langue allemande qui ont élaboré cette dualité-là. Et puis ça s'est imposé au fil des siècles comme signifiant que finalement, il y a d'un côté l'État,
qui coïncide avec le public est nécessairement étatique. Et puis de l'autre côté, qui est le monopole de l'intérêt général, je vous dis vite. Et puis de l'autre côté, vous avez l'intérêt particulier, ce qui fait que tout ce qui n'est pas de l'ordre du public au sens étatique du terme est relégué dans la sphère de l'intérêt privé. Avec la difficulté qui est celle d'accorder une place à des collectifs qui ne sont pas des collectifs qui relèvent du public étatique et qui en même temps ne sont pas des collectifs qui relèvent de l'intérêt privé. L'idée que des collectifs puissent être autonomes sans être ni étatiques ni privés, sans être ni de l'ordre de l'étatique ni de l'ordre privé, est une idée qui dérange beaucoup parce que ça remet en cause complètement cette dualité. On en a eu plusieurs illustrations en France, en particulier Notre-Dame-des-Landes, puisque il n'a pas fallu beaucoup de patience, ils ne comprennent toujours pas, c'est normal, mais le préfet, la Loire-Atlantique, la préfète exactement, comme de manière générale l'administration de l'État, avait exigé des zadistes et des gens qui étaient établis comme ça depuis 12 ans sur le territoire de Notre-Dame-des-Landes, qui déposent des projets agricoles individuels. On en faisait une condition. Donc, oui, on abandonne le projet de construction d'un aéroport, mais en échange, quand même, il faut que manifestiez votre bonne volonté. Le projet agricole individuel, c'est très intéressant parce que le projet agricole individuel, ça veut dire que premièrement, tous ceux qui n'étaient pas agriculteurs ne devaient pas faire partie du tout des gens qui étaient susceptibles d'être sélectionnés pour rester sur le lieu. Et puis deuxièmement, agricole individuel, donc ça exclut nécessairement toute idée de collectif. Bon, là, ils ont rusé et puis ils ont réussi à faire en sorte qu'il y ait des projets nominatifs, donc avec un nom, celui d'un individu, mais représentant des dizaines d'associations. Et c'est comme ça que ça a été accepté, en tout cas par la majorité des gens qui étaient sur place, et c'est comme ça que, d'un certain point de vue, se trouve assurée la pérennité des communs. Donc je prends exprès comme ça cet exemple-là pour bien faire comprendre à tout le monde quels sont les enjeux. Et puis, il y a la question de l'État derrière. On en parlera éventuellement, mais il y a la question de l'État parce que l'État est aujourd'hui à l'œuvre, on le voit à l'œuvre. Je suis concerné bien évidemment par ce qui se passe, en particulier par deux choses en France. Il y a eu la fameuse loi immigration, qui est une loi d'extrême droite, purement et simplement, il faut le dire. C'est une loi d'extrême droite, votée par une majorité d'extrême droite. Même s'il y a des gens qui se réclament de la gauche intérieure, enfin pas beaucoup en l'occurrence, mais c'est une loi d'extrême droite. Et puis il y a ce qui vient de se passer avec la Nouvelle-Calédonie, ce qui est en train de se passer, puisque le gouvernement a fait adopter un projet de loi, passé en force pour faire adopter un projet de loi qui équivaut à donner d'office une majorité du corps électoral au Caldoche, c'est-à-dire aux descendants des colons. Et le résultat, c'est que vous avez depuis 3 jours des émeutes avec 4 morts. Et c'est le retour, enfin c'est pas tout à fait le retour, mais il avait toujours été bien entretenu cet esprit colonial, c'est le retour, le vif du refoulé colonial, qui dans l'histoire de l'État français est quelque chose d'assez persistant, la vie assez dure. Et voilà, l'État est là. L'État, contrairement à ce que certains voudraient nous faire croire, il ne tend pas à s'effacer ou à disparaître, il réaffirme au contraire sa souveraineté parfois en des termes extrêmement brutaux. Il ne faut jamais l'oublier. Surtout quand on se bat pour les communs, et quand on tâche comme ça de voir à qui on a affaire. Et on ne peut pas imaginer comme ça le laisser de côté. C'est une expression que Pauline Wright utilise, laisser de côté. Les gens, ils disent, voilà, c'est les gens. Ils utilisent les marges et les interstices, et puis ils veulent laisser de côté l'État. Bon. Mais c'est pas laisser de côté, c'est pas possible de le laisser de côté. Non, il faut prendre la question de l'État. Il faut savoir utiliser les contradictions qui peuvent exister, bien sûr, d'un point de vue pratique, l'intérieur, sans faire d'illusions sur l'État lui-même pris comme tout. J'aime bien une expression d'un anthropologue brésilien, Ribeiro de Castro, qui dit l'État, il ne peut pas y avoir d'État de gauche. Je trouve ça génial de dire ça comme ça. Il ne peut pas y avoir d'État de gauche, mais il peut y avoir des actions de gauche dans l'État. Et ça demande déjà une logique qui est assez différente de celle qu'on est amené à mettre en œuvre d'habitude lorsqu'on réfléchit sur l'État. Et ça me plaît parce que ça met tout de suite la question de l'État sur de bons rails, c'est-à-dire la question de savoir ce qu'on peut en faire du point de vue des pratiques et jusqu'où on peut aller, et les limites, bien sûr. Et puis il y a
Une autre chose qui me vient à l'esprit, justement, en relation avec ça, c'est la question de la propriété. Puisque finalement, quand on parle du privé et du public, on a nécessairement, enfin en tout cas, on a très souvent à l'esprit, présente à l'esprit, la distinction entre deux sortes de propriété. Le public, ça correspond à la propriété étatique, et puis le privé, ça correspond à la propriété privée. Il y a deux formes de propriété, il y a deux catégories, deux formes de propriété. Et puis en général, on néglige ce qui nous paraît comme étant très important dans l'expérimentation des communs, qui est la dimension de l'usage collectif. L'usage, pas la propriété. Ça ne veut pas dire qu'on va éliminer et qu'on cherche à abolir magiquement la propriété, mais ça veut dire qu'on cherche à subordonner la propriété et sa logique à la logique de l'usage collectif. L'usage collectif, compris en un sens assez renouvelé par rapport à ce dont on a l'habitude, c'est-à-dire l'usage collectif au sens où on prend soin d'eux, pas l'usage au sens où on consomme, mais l'usage collectif au sens de l'activité de veille, de l'activité de protection, de l'activité de préservation, de l'activité d'entretien. Et ça, c'est tout à fait nouveau, parce que c'est un sens de l'usage que précisément les communs ont tendance à valoriser, à faire en sorte que justement ça devienne quelque chose de central, absolument central. Dans tous les lieux qui sont animés par l'esprit du commun, même s'ils ne sont pas des communs, encore que la distinction est assez difficile à faire, il y a cette préoccupation qui est celle de l'usage, qui me paraît très importante. Donc, tout ceci pour en arriver finalement à la conclusion, vous allez me dire, mais quel rapport avec la question politique? Ben justement, ça indique qu'il y a une très grande diversité, que la question n'est pas celle de l'échelle. En tout cas, pas celle de l'échelle sur le plan de la géographie physique. Parce qu'on a beaucoup discuté de ça, au colloque, la question de l'échelle. La question de l'échelle idoine, de l'échelle adéquate. L'échelle adéquate pour les communs numériques, ce n'est pas la même chose que l'échelle adéquate quand il s'agit par exemple d'essayer de construire des projets de communs pharmaceutiques. Je ne sais pas, je prends comme ça, je fais exprès de prendre des exemples très différents. Il y a des échelles qu'on est amené à construire, et il y a des échelles qu'on est amené à relever. Et quand on parle des échelles, à propos des communs, ce sont des échelles de construction, pas les échelles qui sont données dans la géographie physique. Et ça, c'est très important, parce qu'on peut construire des échelles qui sont très différentes. On peut au contraire jouer sur la différenciation des échelles. On peut jouer sur le croisement des échelles. Et c'est un avantage. Ce n'est pas du tout quelque chose qui est de l'ordre d'un défaut. Et ça permet d'aborder le problème du monde, de la cosmopolitique, des communs, d'une façon différente. Parce que ça permet d'envisager que la multiplicité se trouve respectée jusque dans la manière dont on aborde le problème de la politique du monde, ou de la politique des mondes en l'occurrence, puisque la diversité renvoie à une pluralité, voire même à une multiplicité de manières de faire. Il n'y a pas un monde avec une manière de faire monde qui lui correspondrait, parce que ce serait un peu effrayant, mais il y a une diversité des mondes, une pluralité des mondes, une multiplicité des mondes, qui correspond à une multiplicité des manières de faire très différentes, mais en même temps parfaitement complémentaires. Il y a une vieille formule zapatiste qui dit justement qu'il faut un monde dans lequel de nombreux mondes il puisse y avoir place pour de nombreux mondes. Mais place pour de nombreux mondes, ça veut dire que, évidemment, ça exclut ce qu'on pourrait appeler le monocosmisme, qui s'opposerait complètement au cosmopolitisme, à la cosmopolitique plutôt des communs. Monocosmisme, c'est-à-dire un seul monde dominé par une seule logique. Par exemple, la logique de l'État souverain et du capital, par exemple. Non, c'est pas de cela justement qu'il s'agit, c'est autre chose. Et la multiplicité des manières de faire monde, c'est vraiment quelque chose qui relève d'un atout. Donc il faut prendre vraiment au sens le plus profond du terme cette multiplicité, la considérer comme irréductible, et puis tâcher justement de lui donner une forme de reconnaissance à travers ce qui est construit, à travers les formes de gouvernement collectif qui sont construites. Et ça, c'est l'ambition, me semble-t-il, celle des communs. Donc voilà, c'est pas du tout quelque chose qui relèverait comme ça une sorte de paradoxe, de mauvais paradoxe sur les échelles. Les communs, c'est condamné irrémédiablement à la petite localité ou au petit lieu qui ne peut jamais se dépasser et aller voir dans d'autres directions. Et puis d'autre part, la cosmopolitique qui est l'écrasement gigantesque avec le poids de la responsabilité pour le monde. Bon, non, les choses sont heureusement beaucoup plus faciles à appréhender quand on réfléchit en termes d'échelle d'action.
et pas encore une fois, des projections sur une carte. Voilà, c'est un peu de mots, un peu d'essentiel.